Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Kering? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Donc, c'est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, on a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois. Comme je l'ai dit ici, pour tous ceux qui sont investis sur Kering, là, on n'est plus à la lecture des chiffres ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut que le business vous parle, les perspectives de croissance, le maintien des marges, etc. La stratégie même du management, ok? Ça, on ne peut pas l'inventer avec des chiffres, ok? Il faut absolument lire les rapports financiers. Il n'y a pas de raccourci par rapport à ça parce qu'on aura tendance ici à se répéter. Comme ça, je dis souvent que refaire des analyses quantitatives chaque 3 mois, techniquement, sauf s'il y a un grand changement, surtout au niveau des prévisions ici. C'est toujours bien un titre d'information ici, mais voilà, ça ne nous apprend pas grand-chose non plus. Mais bon, ici, on va faire une analyse quantitative. Il y a de nouvelles prévisions qui ont été prises, qui vont peut-être être prises en considération ici. Parce que quand on regarde le trend ici des analystes par rapport aux estimations, ici, on voit qu'on a une légère diminution. OK, donc on a un certain pessimisme, surtout à court terme ici. Maintenant, il faut aller vérifier d'où est-ce que ça provient et surtout regarder la taille du marché parce qu'il faut toujours prendre prendre toujours le tableau dans son ensemble. Les business ici, il y a des périodes d'accélération, il y a des périodes de ralentissement. OK? Si on est donc présentement sur une période de ralentissement, pourquoi? OK? Qu'est-ce qui pourrait nous encourager à penser qu'on pourrait avoir une accélération également ici sur ce business-ci? OK? So, faites attention, c'est le biais généralement qu'on aura avec les analyses quantitatives. OK? Donc, évidemment, on peut faire des analyses qualitatives également sur Kering, d'accord, comme sur toutes les entreprises d'ailleurs. Mais premièrement, ça demande du temps. Et encore, il faut que je sois investi dans ce type d'entreprise-là pour prendre du temps et lire les rapports financiers juste pour venir faire une vidéo. Donc, je tiens toujours à le mentionner ici parce qu'à chaque fois qu'il y a une variation d'une entité comme Kering, on me demande toujours, oui, mais Thierry, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou quoi que ce soit? Non, c'est peut-être pas la bonne question à poser. OK? So, on passe rapidement sur les éléments quantitatifs. Alors, vu qu'on a déjà fait plusieurs fois, je vais quand même revenir dessus. Quand on regarde une compagnie ici, la première chose qu'on regarde, c'est le revenu. Stabilité ou croissance des revenus. Et surtout, quand on regarde le revenu, il faut toujours poser les bonnes questions, à savoir pourquoi est-ce qu'on a ces variations-là. Parce que c'est bien de voir si on va se dire, oh, le revenu baisse depuis plusieurs années, etc. Mais si tu ne sais pas que Kering a changé entre-temps, c'est un business qui a fait des spin-offs, etc. Voilà, tu vas avoir tendance à tirer la mauvaise conclusion. OK, donc on a déjà expliqué ça précédemment ici. Pour le moment, il faut prendre du Kering à partir de 2013 ici. OK, bon, je pense que la stratégie a complètement changé. Voilà, le changement avait déjà commencé ici, mais voilà, l'entité actuelle, c'est vraiment à partir de 2013, on pourrait se dire qu'on a une croissance des revenus. Croissance des revenus, c'est bien. D'accord? Mais si ce n'est pas couplé avec une stabilité au moins des marges brutes, pour commencer, ça ne sert strictement à rien. Enfin, quand je dis ça ne sert strictement à rien, il faut faire attention. Parce que ça peut également être une stratégie ici en termes de croissance, ok? Baisser les marges brutes ici, pour pouvoir augmenter les volumes afin de pouvoir augmenter les marges brutes plus tard. Ça peut fonctionner comme pas du tout. C'est peut-être la stratégie que Tesla est en train d'utiliser présentement. Par exemple, le modèle 3 en 2021 ici, il coûtait à peu près 100 000 $. Aujourd'hui, le modèle 3 coûte à peu près 79 000 $. D'accord? En l'espace de 2 ans, on a presque, je pense ça représente combien à peu près? C'est pas une vidéo sur Tesla, mais voilà, le prix a à peu près baissé ici de près de 20%. OK? Donc, on continue ici. Donc, il faut toujours aller regarder la marge brute, c'est important, mais toujours se poser la question derrière la variation de ce chiffre-là, comme d'ailleurs dans toutes choses. OK? Donc, les marges brutes augmentent, j'aime ça. Ça veut dire que l'entreprise, le revenu augmente, les marges brutes augmentent, sans doute on a un certain pricing power ici. C'est bien d'avoir les marges brutes qui augmentent, mais est-ce que les marges EBITDA suivent? On a également à peu près la même tendance. OK, très bien. Maintenant, est-ce que les marges nettes suivent également? Donc, quand on parle de marge nette, je vais déjà commencer par les free cash flow et net income, histoire de voir si on parle le même langage ici. Quand on les met sur le même graphique, on a tendance à parler le même langage. Je ne veux pas précisément que ce soit à peu près sur les deux soient corrélés à 100%. Non, je veux juste voir ici je veux juste voir si on a tendance à aller dans le même sens. OK, donc on voit ici que les net income, les free cash flow vont dans le même sens. Maintenant, ça veut dire que je peux prendre les marges de net income ici, et histoire de voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Alors, si je prends les marges de net income, ici, je constate qu'on a également une certaine une évolution, même si il peut y avoir ici des légers ralentissements comme à cette période-ci, mais il faut toujours vérifier si on n'a pas pris en considération un élément exceptionnel. Maintenant, en termes de prévision future, vous voyez ici, sur les dernières années, on est plutôt aux alentours de 17% par là. Donc, est-ce que les analystes s'attendent à du 17% justement pour le futur? On essaie de vérifier ça ici. Donc,
Est-ce qu'on s'attend à 17%, 20%, 30%? Qu'est-ce qu'on a ici? Et encore, pour les estimations futures ici, il faut toujours aller vérifier si le management l'a également mentionné dans sa stratégie. OK? Donc, ici, vous voyez qu'on est entre 17-18%, donc on aura tendance à rester à peu près au même niveau que ce qu'on a eu à connaître par le passé. OK. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Donc, on vérifie sur une période de 2 ans, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? 75% du temps, ils ont raison. Et encore, vérifier sur les dernières années ici, s'ils ont surtout raison sur les dernières années, parce que vu que le business a changé entre-temps, d'accord? Donc, c'est toujours important de regarder les 5 dernières années ici. Donc, on peut voir ici que sur 4, 5, 6, sur 6 ans ici, sur 7 ans, ils ont eu tort une seule fois, et ça, c'était pendant la pandémie. Donc, on peut se dire ici que c'est un business qui devient de plus en plus prévisible. OK? Donc, maintenant, en termes d'évaluation, c'est un business qui va avoir tendance à s'échanger à 20 fois les bénéfices. Donc, au niveau de la dette nette ici, la dette nette, il faut toujours aller vérifier si ça ne prend pas en considération les loyers, vu que c'est une compagnie européenne. Je pense que dans la dette nette, il pourrait prendre en compte, il y a peut-être des loyers ici pris en considération à ce niveau-ci, donc il faut faire attention. Donc, je constate ici, est-ce que les net income ici, elle peut repayer la dette? On avait des net income ici en combien de temps? Voilà, quand on regarde ici, à peu près 9, disons en moins de 3 ans, elle peut repayer la dette nette ici. OK? Donc, ici, on peut toujours aller vérifier la dette nette selon Yahoo Finance, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, maintenant, en termes de nombre d'actions ici, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a un nombre d'actions qui est en légère diminution ici, c'est une très bonne chose. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Alors, vu que c'est un business assez prévisible, d'accord, et qu'on a tendance à avoir des net income et free cash flow qui vont dans le même sens, on constate ici que d'ici, voilà, on constate ici que d'ici 2025, on s'attend à 37,01 €. OK, selon les prévisions actuelles. Et je vous rappelle encore une fois que ces prévisions-là ont diminué par rapport à ce qu'on avait précédemment. OK, les prévisions peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Le plus important, c'est de voir si on est toujours optimiste ou pessimiste. OK, et toujours aller se poser la question d'où est-ce que va provenir cette croissance là où on s'atteint à un certain optimisme. OK, il ne faut juste pas se limiter à des chiffres ici avant d'investir sur une compagnie. Non. OK, ça nous permet de poser les bonnes questions. Maintenant, 37 € à 20 fois les bénéfices. On a à peu près on devrait avoir une valorisation aux alentours de 740 € ici. Si j'enlève la dette nette, admettons qu'on enlève cette dette nette-là, voilà, il y a encore qu'elle peut repayer cette dette-là, la dette nette actuelle. Donc, si j'enlève la dette nette en date d'aujourd'hui, c'est une compagnie européenne, donc si je le mets en quarterly ici, ça ne va pas fonctionner. Donc, 61 $, donc on a 740 moins 61, donc 740 moins 61, on sera à peu près à 679, 680 € par action. Donc, on peut se dire par rapport au prix actuel, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. OK, bon, légèrement 489 € quand même, c'est gros. C'est quand même 38% ici de différence. Si l'entreprise vous reverse la totalité des 37 € attendus en 2025 ici, vu que c'est un business assez prévisible dans un environnement normal, par rapport au prix actuel, on a 7,56% de rendement. Ça se rapproche à peu près du 8% qu'on recherche généralement. Et au-delà de 2025, on s'attend certainement à une certaine croissance. Est-ce que c'est le cas ici? Les analystes s'attendent à une certaine croissance au-delà de 2025. On vérifie. On aura tendance à se dire oui. OK. Donc, si on revient ici, au prix actuel, ça peut être intéressant à aller creuser en profondeur. Taille du marché, les informations par rapport aux marges futures, est-ce quelle est la stratégie du management dans ce sens-là, au niveau même de la stratégie, au niveau même de l'entreprise ici, est-ce qu'on va plus favoriser ici les autres marques du groupe? Je sais généralement qu'on a tendance à se dire que oui, mais Kering c'est une seule marque, etc. Mais c'est une seule marque forte. Nike n'a pas 43 marques. C'est pour ça que ça s'appelle Nike. On parle de Kering, on a plusieurs marques. Encore que, même si Gucci domine, l'essentiel de voir ici, est-ce qu'on a déjà pleinement utilisé le pricing power de Gucci? Donc, l'argument selon lequel c'est une entreprise monomarque ici, ça ne fonctionne pas vraiment. Surtout si on est une marque assez puissante comme Gucci. Évidemment, le bad buzz, la dernière fois également, prend en considération, mais je pense que, voilà, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois, d'accord? Donc, il y a de grandes chances qu'on revienne ici à la normale, ok? Mais ce n'est pas exclu. Mais si vous avez peur, restez sur les lignes de côté, ok? C'est un risque qui va falloir accepter, ok? Choisir aussi d'assumer, ok? En date d'aujourd'hui, je pense que Kering présente ici une opportunité d'investissement sur le point quantitatif. Maintenant, il faut que le qualitatif vous parle. Ceci n'est que mon point de vue. Et je rappelle toujours ici qu'on n'investit pas uniquement en se limitant sur une analyse quantitative. Non. Lisez vos rapports financiers. Si vous ne pouvez pas le faire, prenez un ETF et restez tranquille. Sinon,
Pour ceux qui ont acheté du Kering à 716 ici en 2021, à ce prix-ci, on va commencer à se dire que non, on va commencer à croiser les doigts, à faire des séances de prière afin de pouvoir au moins remonter à son PRU. Non, il faut faire attention, non. En sachant, en achetant ici, d'accord, on doit avoir l'argument derrière ce raisonnement-là, ok? Donc, au prix actuel, c'est intéressant quantitativement. Maintenant, je vais me concentrer sur le business, d'accord? Bref. Le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Donc, les deux liens sont dans la description de la vidéo ici. D'accord? Et un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.